Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va voir comment exploiter une technique de menace avancée persistante pour faire une manipulation des jetons d'accès. Donc on va faire un vol de jetons, tout ceci en langage C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cette technique est le résultat des propres recherches de la personne qui a écrit le blog Cocomelon sur l'une des techniques des menaces avancées persistantes, qui est assez intéressante, qui est le vol de jetons. Donc, qu'est-ce que c'est les jetons Windows et les constantes de privilèges? Donc, la relation entre les sessions de connexion et les jetons d'accès est une idée la plus importante à maîtriser et à comprendre lors des authentifications des paramètres Windows. Oui, parce que c'est grâce à ceci qu'en fait que Windows va décider si l'utilisateur a les droits de l'utilisateur ou des droits plus hauts, genre les droits de l'administrateur. Une session de connexion est utilisée pour indiquer la présence d'un utilisateur sur un ordinateur, elle permet d'identifier. Elle commence lorsqu'un utilisateur est authentifié avec succès et se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte. Donc c'est grâce à cette technique-là qu'il se connecte. Donc en premier, là, on a un schéma. Donc on voit que là, l'utilisateur, il se log, il demande une notification. Donc là, l'autorité de système local, là, où il y a les informations, par exemple, sur les jetons, sur l'identification de l'utilisateur, il va les vérifier. Il va créer un jeton par rapport à ceci. Donc, l'utilisateur, est-ce que il appartient à l'administrateur groupe, oui ou non? Donc, si c'est oui, il peut avoir un jeton pour devenir administrateur complet, ou l'utilisateur standard peut avoir un jeton, donc qui permet d'avoir des droits administrateurs. Sinon, s'il n'a pas ça, et ben il a juste un jeton d'utilisateur standard. Par contre, il n'aura pas les droits d'administrateur, il aura juste les droits de lui-même. Donc une fois que l'utilisateur est authentifié avec succès, l'autorité de sécurité locale générera une nouvelle session de connexion avec un jeton d'accès. Oui. La base de données va d'abord vérifier l'identifiant, si c'est bon, il génère le jeton. Chaque nouvelle session de connexion se distingue par un identifiant de 64 bits localement qui est unique, on appelle le LUID, donc Unique Local Identification, et également appelé ID Connexion. Chaque jeton d'accès doit inclure une authentification, donc une OTH ID, de paramètres d'authentification ID, ou qui identifie l'origine et la session de la connexion liée à l'aide de ces LUID. Donc ça permet de savoir de où il s'identifie et c'est qui s'identifie sur la connexion. L'objectif principal d'un jeton d'accès est de servir de stockage volatile pour les paramètres de sécurité liés à la session de connexion. Oui, en fait, c'est tant que l'utilisateur sera connecté, il aura ses privilèges, ou s'il demande par exemple à certains programmes d'avoir un certain jeton pour avoir des droits administrateurs pendant un certain temps, et quand le tri sera terminé, les droits seront révoqués. En tout cas, le jeton sera révoqué. Il peut être mis à jour dynamiquement, donc ça c'est ce que je viens de dire, ça peut changer au fil du temps. Et en ce sens, lorsqu'ils prennent des décisions de sécurité, les développeurs Windows interagissent avec le jeton d'accès qui représente la section de connexion qui est cachée dans l'ISAS. Oui, pour des mesures de sécurité, c'est caché là-dedans. Ainsi, un développeur peut dupliquer des tokens existants via duplicate token X. Alors faire gaffe, hein, duplicate token X, ça duplique comme ils disent, ça duplique un jeton, mais depuis par exemple un thread externe. Le thread appelant l'identité du contexte de sécurité d'un utilisateur connecté via un personated logged user, donc un utilisateur qui a été connecté mais de type impersonnel, donc c'est pas forcément qu'on connaît l'autre utilisateur. Un jeton contient également une connexion SID, donc Security Identifier, donc ça c'est il permet de gérer les listes d'identification. Donc ça permet de gérer tous les droits qui identifient la session de connexion en cours. Le type d'action qu'un compte utilisateur peut effectuer est déterminé par ses privilèges. Donc les droits des utilisateurs, des groupes sont attribués par un administrateur. Les droits de chaque utilisateur comprennent ceux accordés à la fois à l'utilisateur et au groupe auquel il appartient. Et c'est par rapport au groupe où on l'a mis et à l'utilisateur qu'on pourra gérer les groupes de chaque utilisateur. Il a le droit, par exemple, à l'administrateur ou pas, administrateur du domaine, administrateur système, user avec plus ou moins de privilèges, etc., etc. Ça peut être assez complexe. Les routines de jetons d'accès récupèrent et modifient les privilèges et utilisent l'identifiant localement, donc les LUID, pour identifier les privilèges que nous pouvons utiliser. Donc, nous pouvons utiliser aussi le lookup privilege value, donc qui permet de nous voir les valeurs de privilèges. Ces fonctions déterminent la ID content de privilège système local. Donc ça nous met le système, le nom du système, les noms et le LUID. Alors, on peut voir toutes ces informations via la commande whoami/all. Et suivant l'utilisateur où on aura plus ou moins de privilèges, suivant si on est administrateur ou utilisateur.
Donc on va effectuer cette commande. On fait un who ami all. Donc on va voir tous les groupes à qui il appartient. Donc là on a les noms de groupes à qui il appartient. Et là on a les informations de privilège. Donc lui le seul truc information de privilège qu'il a, le contournement de la vérification du parcours. Après il y a des choses qui sont intéressantes. Il a les autorités NT spécifiées, groupes bien connus, défauts activés, etc. L'autorité NTLM pour les mots de passe. Il y a beaucoup de choses intéressantes là. Alors lui, il a regardé aussi la même chose avec Process Explorer, par exemple, sur OneDrive. Nous, on peut faire la même chose. Hein. Donc on exécute Process Explorer. Donc ça, si vous ne l'avez pas, hein, vous l'installez. Je clique sur OneDrive. Une fois qu'on est en OneDrive, on va dans l'onglet sécurité et puis là on voit les différents droits qu'il a, comme on avait vu là avec vous, Ami All, et ce qui est obligatoire et ce qui est interdit là. Donc il existe en fait deux types de jetons d'accès, donc le primaire, parfois appelé délégué et limitation. Donc en fait, ils appellent limitation, c'est impersonnel, hein, qui est pas. Donc lorsqu'un utilisateur se connecte sur ce domaine, ces jetons principaux sont générés et cela peut être accompli en accédant physiquement à un ordinateur Windows ou à distance via un remote desktop. Vous voyez, c'est quand on met l'identifiant en fait. En règle générale, les jetons d'usurpation d'identité font quelque chose dans un contexte de sécurité différent de celui du processus qui les a initiés. Oui, sauf qu'en fait, ça peut changer aussi ça peut changer certains privilèges, avoir des privilèges plus hauts. Pour monter des partages de réseau, des scripts, des connexions ou un domaine de ces jetons sont interactifs et sont souvent utilisés. Oui, ça permet d'utiliser des services autrement que normalement l'utilisateur normal n'a pas. Alors, il faut être administrateur local. Donc, nous allons ouvrir deux shells, deux invités de commande avec des privilèges. Un avec des privilèges administrateurs et un sans privilège administrateur. Donc là, il a mis ça sur MS-DOS. Alors, celui-là à gauche, il est avec un administrateur et celui-là à droite, il est en utilisateur normal. On voit bien en haut l'administrateur et invite de commande. On va faire un who ami all sur l'invite de commande qui contient les droits administrateurs. Donc là, on a énormément de droits. Et si on fait la même chose avec who ami all vers l'utilisateur, on voit qu'on a beaucoup moins de droits. Hein. Surtout dans les informations de privilèges. Donc allons voir ceci grâce à Process Explorer. Donc vous retrouvez les deux commandes. Ah oui. Donc en fait, il faut ouvrir Process Monitor en administrateur pour que ça fonctionne, sinon on n'aura pas le droit de regarder les informations administrateurs. Donc j'exécute Process Monitor en tant qu'administrateur. On regarde le premier, le deuxième. Donc on voit qu'on n'a déjà pas les mêmes droits. Sur la droite c'est l'utilisateur, sur la gauche c'est l'administrateur. On voit que par exemple le between administrateur, là il dit que c'est le owner, donc c'est à lui que ça lui appartient, donc c'est bien la commande terminale où on a exécuté le droit administrateur, alors que sinon là, sur le between administrateur, là, il a marqué deny, c'est-à-dire refusé, donc c'est pas c'est l'utilisateur, c'est pas bon. Donc c'est là qu'il se fait les droits. Donc là c'est bien l'administrateur local on parle. Hein. Donc on a comparé, comme vous pouvez le voir, lorsque nous exécutons CMD-X avec le privilège administrateur, l'indicateur est sur le owner, donc ça lui appartient, ce qui signifie que commande X est exécutée dans le contexte de sécurité des privilèges administrateurs. Ouais, il a les droits administrateurs. Ce qui signifie que cette différence dans le contexte des techniques de vol de jetons, cela signifie que nous pouvons réaliser les opérations suivantes. Usurper l'identité d'un client avec l'identification en utilisant cet impersonnel privilège que nous pouvons débugger le programme. Alors oui, ça on peut le voir. Là on voit par exemple on a cet impersonnel privilège là, il est par défaut activé dans le commande administrateur. Donc en administrateur local on peut faire l'usurpation de jetons. On a set debug privilège. Si un jeton a le set debug privilège activé, il permet à un utilisateur de contourner ou d'ignorer la vérification d'accès dans le noyau pour un objet donné. Donc on n'aura pas de vérification, donc on pourra copier ou exécuter des choses avec les accès, par exemple administrateur. Vous pouvez récupérer un handle vers n'importe quel processus privilège. Donc n'importe quel processus du système en activant le set, donc SE debug privilège, dans un processus appelant l'Open Process API Win32 pour obtenir le handle process all access. Donc ça c'est dire qu'en fait on va faire ça, on va appeler l'Open Process de l'API. Donc il va demander les informations grâce à une requête query information, donc process query information, ou on peut faire autrement, on peut faire aussi avec une requête query limited information, donc avec les informations limitées. Donc là, on voit qu'il est désactivé, mais c'est activable. Donc on va faire un exemple par la pratique, on va voir comment on va faire ceci en vrai.
Donc il faut créer un nouveau processus à l'aide d'un jeton volé ou d'un autre processus qui est l'une des stratégies de manipulation des jetons. Alors cela se produit lorsqu'un d'un jeton d'accès existant présent dans un processus actif de l'autre extrait et dupliqué puis attiré vers un nouveau processus. Donc oui, alors ça veut dire qu'en fait, on va prendre un jeton qui a déjà été généré par une application qui a déjà les droits, par exemple administrateur, on va dupliquer lui-même son jeton, et grâce au jeton dupliqué, on va le mettre dans un nouveau handle qui va avoir ces droits-là, accordant ainsi au nouveau processus le privilège du jeton volé. Alors là, on a un petit diagramme, c'est un aperçu de procédure de vol du token qui sera réalisé dans le cas qu'on va vous montrer. Donc au début, là, comme vous avez vu dans le Process Explorer, cette debug privilège n'est pas activé, donc on va les activer. On va ouvrir le processus qui contient le jeton, qui n'est pas encore protégé sur le système. Donc après, une fois qu'on a ouvert le process, on ouvre le process token, le process du jeton. Une fois que ceci est ouvert, on peut dupliquer le token, donc on va dupliquer le token dans un handle externe, et une fois que ceci est fait, on va créer le processus avec le token qui est volé, et on aura les nouveaux processus sous les droits qu'on a volé le token, donc par exemple administrateur local. Alors, la première chose qu'il faut faire, comme on a dit là, il faut activer le SE debug privilège. Donc là, c'est ici que ça va faire. Donc tout d'abord, vous disposez du SE privilège. Dans un ensemble virtuel, il est désactivé, donc vous devez l'activer. Donc on a vu tout à l'heure. Donc là, on a les informations pour les tokens, les privilèges, etc. On a bien le LUID, les attributs, et c'est à partir du TP privilège attribute égale SE privilège enable. C'est ce flag-là qui va l'activer. Donc il va regarder est-ce que le privilège est mis à false déjà. Donc, après, il teste si l'open token get process, il arrive à l'avoir. Il ajuste le privilège avec le token privilège. Donc là, et suivant, si c'est bon, avec une condition ternaire, il va dire qu'il a réussi à l'activer. Donc là, c'est ici qu'il active le set debug privilège. Et si c'est pas bon, il va écrire fired enable avec le priv. Et il va retourner le résultat. Donc le résultat, si c'est false, c'est pas bon. Sinon, s'il retourne quelque chose, c'est bon. Ensuite, il faut voir le processus que vous souhaitez voler le jeton d'accès et obtenir une identification du jeton d'accès du processus. Donc au début, il initialise on a le PID, donc il récupère le PID du processus. Donc là, il essaie de l'ouvrir. Donc si c'est égal à 0, il prend celui-là du process courant. Sinon, il récupère les informations limitées. Alors là, pareil, il fait la vérification au niveau du processus. Donc s'il arrive à avoir le handle, c'est bon, grâce à la condition ternaire. Sinon, s'il n'arrive pas, il n'a pas réussi à avoir le handle, le process handle. C'est à partir d'ici là qu'il va faire le open process token. Donc il va réussir à ouvrir le token processus pour ouvrir le jeton et le dupliquer après. Donc suivant s'il arrive à l'ouvrir ou pas, il va dire pareil avec une condition ternaire s'il a réussi à l'ouvrir et avoir accédé au token ou pas. Donc si c'est oui, il affiche ça. Sinon, si c'est bon, il retourne le mauvais token. Et il retourne à la fin ces tokens, donc le token. Après, il fait une copie, donc avec duplicate token X, donc avec du token primary, tout ça, il arrive à copier. Et enfin, avec le jeton d'accès nouvellement acquis, il faut lancer un nouveau processus. Donc là, il crée un process avec les nouveaux tokens. Donc tout le code source est ici. Il peut y avoir des choses plus intéressantes à regarder dans le code source. Donc ça, on a vu comment mettre les privilèges, accès au token, la création de processus. Et là, il peut y avoir des choses intéressantes. C'est que oui, là, quand il crée le process à ces tokens, il le met dans MS Pen, donc dans le logiciel qui fait les dessins. Donc c'est lui qui aura la duplication du jeton qui sera volé. Donc là, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement du programme et comment fonctionne le vol de token, il ne reste plus qu'à compiler le programme en statique. Donc pour faire ça, il faut dans Parrot lancer un terminal où il y a le code source. On compile, on vérifie qu'on a un fichier qui s'appelle hack.x. Et là, on a bien le fichier qui s'appelle hack.x. Donc là, il est compilé, c'est parfait. Une fois qu'on a le programme, là, il faut l'exécuter avec un PID qui possède des droits admin. Donc oui, il voit qu'il récupère par exemple le guest process, le winlogon. Donc en fait, l'interface le programme qui nous permet de nous connecter qu'a forcément les droits admin. Alors pour le voler, comme on a dit, normalement il faut être utilisateur local, hein, sinon ça fonctionne pas.
Donc il dit qu'en tant qu'administrateur local d'environnement à haute intégrité, vous pouvez voler le WinLogon et PID 560 jetons d'accès pour créer un nouveau système. Alors, nous, on n'aura pas forcément le même PID et par contre, ça sera toujours WinLogon. Donc, on ferme tout, on réexécute un PowerShell en tant qu'administrateur, ça ne fonctionnera pas. On récupère le processus de WinLogon. Donc là, on voit qu'on a le ID 5068 et on va exécuter hack.exe pour voler le jeton de WinLogon, donc 568. Ça va voler le jeton et l'appliquer sur MFPent, si ça fonctionne bien. Donc là, on voit qu'il a réussi à activer le SEDB privilège. Le get process de handle a bien été, on a bien réussi à s'accrocher au process de WinLogon. On a bien eu un accès à son token. On a réussi à dupliquer son token. On a réussi à créer un nouveau process, qui est le process de pen. Et on a réussi à lui injecter le jeton volé et on l'a exécuté. Donc, comme il dit, a créé un nouveau processus. Là, on peut voir avec Process Explorer sur quel utilisateur on est. Alors, vu que là, on a mis tout en administrateur, il faut lancer Process Explorer en administrateur. Donc là, je lance Process Explorer en administrateur. Je clique sur MSPent et on voit qu'au niveau utilisateur, en administrateur, il faut qu'on ait l'autorité NT System. Normalement, on devrait voir que le set debug privilège a été activé. Donc sécurité, donc on va voir si on a bien eu ça qui est activé. Donc normalement dans security, là on a security et est-ce que c'est... Ouais, là on voit que set debug privilège a bien été activé. Donc il n'y a pas eu de problème, c'est bon. C'est parce que le vol de jeton a réussi, oui, parfait. Pour être certain que le spécialiste du code ne sera pas nouveau, oui, c'est en fait une technique qui est déjà utilisée depuis longtemps, mais il peut servir de base à certains projets plus sérieux. Oui, par exemple, on peut activer plusieurs choses, essayer de trouver de nouvelles techniques d'exploitation, etc. Donc, plus sérieux sur l'automatisation du scénario de l'équipe rouge et également pour les niveaux d'entrée. Ouais. Donc, oui, ça permet de pivoter ou de surper des jetons, etc. Alors, limitation. Comme j'ai écrit plus tôt, nous pouvons également utiliser une personate logel on user qui nous permettent à notre trade de permettre de prendre l'identité, de surper l'identité d'un autre utilisateur connecté. Et donc, en fait, là, c'est plutôt du pivotage, mais du pivotage horizontal. Hein. Peut-être d'autres utilisateurs ont pas forcément le même droit. Utilisateur connecté sur l'identité jusqu'à que reverse self, donc qu'il soit invoqué au trade se termine, le trade continuera de se faire passer pour utilisateur connecté. Voyons cela dans le prochain article. Donc, on fera un prochain article où là, on va prendre usurper les droits d'un autre utilisateur et qui peut être plus furtif. Hein. Cette technique d'attaque est utilisée par les groupes APT28 et FIN. Donc FIN8 hein, dans la nature. J'espère que cet article sera au moins un peu utile pour les spécialistes de la cybersécurité débutants et peut-être même les professionnels. Oui, on peut faire des choses vraiment compliquées avec, hein. On peut faire des attaques assez complexes. C'est vraiment les jetons, c'est vraiment le cœur de Windows. Hein. Qui fera également connaître aux équipes bleues cette technique intéressante qui ajoutera même une arme à l'arsenal des équipes rouges. Oui, et puis même ça peut faire de la documentation hein, pour toutes les personnes qui sont intéressées de près de loin par la sécurité et puis même au RSSI de comprendre à peu près comment fonctionnent les rôles de notification sous Windows. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire un retour. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.